Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Aujourd'hui, on rencontre Pascal Dupuis. Jamais repêché, il a disputé 871 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Également, un portrait du fils de l'ancien joueur des Canadiens, Patrick Poulin, Samuel. Et comme je suis choyé de travailler dans un environnement privilégié, entre les bancs des deux équipes au Centre Bell lors des matchs du Canadien, en compagnie de Raphaël Doucet, on en fait le tour dans quelques instants à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En compagnie de Marc Denis, qui est évidemment l'animateur de Hockey le Magazine, mais également analyste des matchs du Canadien à l'antenne de RDS. Marc, on est en quelque sorte dans ton repère. Donc, si tu nous décrivais un petit peu les lieux autour de toi. Oui, dans mon environnement naturel, on est, on dit entre les bancs dans les amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey. Un aspect très spécial au Centre Bell, c'est qu'on n'est pas vraiment entre les bancs. Je suis vraiment sur le banc du Canadien. Je me situe, là, je suis debout exactement où le gardien auxiliaire du Canadien est assis en temps normal, que ce soit Tokarski, Condon ou Carey Price. Et toi, tu es debout à l'envers, exactement où je suis pendant tout le match. J'ai un casque d'écoute, c'est l'équipement qui va changer, mais pour ce qui est du reste, on est à la hauteur de la patinoire, on est séparé par une simple baie vitrée du banc des visiteurs. Et de ce côté-ci, évidemment, tout ce qui peut se passer derrière le banc, les entraîneurs, l'interaction aussi avec le personnel préposé à l'équipement, les soigneurs, le personnel médical qui est très près, le docteur Lacroix, le doc Lacroix qu'on voit très souvent dans l'environnement, les bâtons brisés, tout ce qui se passe ici, à la hauteur de la patinoire où je me situe pour la majorité des matchs. Avant, tu étais dans les hauteurs avec Pierre Houde. À quel point tu as dû changer ton analyse depuis que tu es ici? Écoute, c'est drôle parce que j'ai jamais eu peur de faire le travail à la hauteur de la patinoire parce que j'ai commencé en même temps que le concept a commencé à la télévision sportive francophone. Alors pour moi, il n'y a pas eu une adaptation. Ce que j'aime beaucoup lorsque je suis dans les hauteurs, sur la passerelle, ce qui arrive à peu près entre 10 et 15 fois dans une saison. À l'étranger, oui. Pour diverses raisons. C'est des questions très souvent de priorité, de droit de télédiffusion de certains matchs. J'aime voir l'ensemble du jeu. On dirait que tout est au ralenti. On est très bien capable d'identifier des systèmes, le travail en zone neutre. On voit très bien tout ce qui se passe dans l'ensemble du jeu. Ce que j'aime lorsque je suis ici entre les bancs, et je pense qu'on est rendu là dans la télévision en 2015-2016, c'est vraiment d'aller chercher l'émotion du match, ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est 200 pieds dans les airs. On sent l'émotion des joueurs, on sent le changement de momentum, là, le fameux changement de momentum qu'on parle, qui est difficile à voir lorsqu'on est dans notre salon, qu'on regarde le match. On le sent lorsqu'on est ici entre les bancs. Est-ce que tu dois, quand tu retournes sur les patinoires adverses, est-ce que tu dois changer ton analyse ou tu gardes le même œil, même si c'est dans les hauteurs? Bien, c'est difficile pour moi d'y aller de mise à jour en ce qui a trait à l'état de santé d'un joueur. Ou parfois, lorsqu'un joueur va quitter pour le vestiaire, lorsque je suis ici, je sais si c'est une question de santé ou si c'est une question d'équipement, ce que je ne peux pas toujours savoir lorsqu'on est dans les hauteurs. Alors, il y a différents points d'analyse qui changent, mais les gens me connaissent. Je vais toujours aller chercher le point d'analyse pour amener le téléspectateur ailleurs. C'est un peu ça mon travail, essayer d'amener une plus-value à chaque intervention. Tu as été gardien de but dans la Ligue nationale, là, tu es tout près de l'action. À quel point tu trouves que ça va vite aujourd'hui dans la Ligue nationale? Écoute, j'ai pas pris ma retraite il y a très longtemps, Raphaël, mais les joueurs sont plus grands, plus gros, plus forts et plus rapides. Les lancers, c'est rendu uniforme. Tout le monde a un bon lancer dans la Ligue nationale de hockey. Et il est révolu le temps des joueurs qui ne savaient pas patiner. Les goons, en bon français, n'existent plus. Donc, le calibre de jeu est élevé. Et lorsqu'on est ici, on s'aperçoit de cette force, de cette rapidité, de la grosseur des joueurs et à quel point ils sont bien entraînés. Ça, on s'en rend compte immédiatement. Mais au niveau de l'analyse, d'avoir été gardien, je vous mentionnais tantôt que je me situe où le gardien auxiliaire se situe, bien, c'est pas très loin de ce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière. Quand j'étais pas entre les poteaux, j'étais ici sur le banc. Alors pour moi, je vois le match de la même façon. Du moins, j'essaie d'amener ce que je voyais lorsque j'étais gardien auxiliaire dans la Ligue nationale aussi. Si on parlait un petit peu des coulisses, tu es à côté du gardien de but qui ne joue pas pour le Canadien. À quel point il parle parfois? Est-ce que ça arrive ou... Écoutez, c'était très drôle avec Peter Boudaille parce que Peter Boudaille était venu à connaître mon code. J'ai un petit aide-mémoire qui est très simple pour moi. Ce sont les trios de l'équipe
adverse avec un petit code, le rang de repêchage, l'âge. Boudaille connaissait toutes mes notes et très souvent m'arrachait des mains pendant que je parlais mes notes pour voir un joueur, quel âge il était rendu. Il me regardait vers la suite en me disant « Ah oui, il est si vieux que ça ou il est si jeune que ça. » Alors, il y a une interaction, ça c'est sûr et certain. Dustin Tokarski est excellent pour me protéger parce que souvent, les rondelles arrivent rapidement. On est entouré de baies vitrées, la rondelle peut rebondir. Il est là pour me protéger. Il n'y a pas de baies vitrées devant non plus. Il peut y avoir des bâtons, des contacts. Alors, il y a une relation privilégiée, c'est sûr. Les joueurs s'attendent, je ne dépasse pas la ligne non plus. Les joueurs s'attendent à ce qu'il y ait un respect et de mon côté et eux me respectent aussi. Il y a des choses qui se disent sur la glace. À quel point, des fois, tu entends des choses, tu aimerais ça les dire à la télé, mais tu peux carrément pas ou... Lorsqu'on est dans un casque d'écoute, on est vraiment dans notre propre environnement sonore. Donc, les deux oreilles sont bouchées avec le son ambiant et ce que la plupart, je dirais la majorité de ce que les gens entendent également à la maison. C'est clair qu'il y a des choses qu'on entend. Ce que je vais essayer de faire, c'est les traduire pour une émission familiale, peut-être enlever quelques termes superflus, mais au moins aller chercher l'essentiel du sujet, surtout lorsqu'il y a une conversation entre les entraîneurs et les officiels. Ouais. Ça, c'est le plus important parce que ça nous aide à comprendre ce qui se passe. Ça nous aide à comprendre les émotions. Pourquoi un entraîneur est fâché ou pourquoi il veut des explications. Pourquoi un arbitre est en train de perdre le contrôle ou il est en parfait contrôle et pourquoi les joueurs sont peut-être animés. Ça, c'est ce qui est le plus important. Lorsqu'il y a une prise de bec entre deux joueurs, je pense que les images rendent très bien l'émotion du moment. On sait très bien qu'ils ne s'invitent pas à souper. Chez le Canadien, est-ce que tu peux dire, est-ce qu'il y a des joueurs qui parlent beaucoup? Ou... Piquet Souban est celui qui parle le plus. Et très souvent, au lieu de le déconcentrer, lui, ça le met dans le match. Marc, merci beaucoup et bonne fin de saison. Merci beaucoup, Raphaël. En 2005, 2006 et 2007, j'ai participé 3 fois au tournoi international Pee-Wee de Québec. Qui suis-je? A. Ryan Ellis. B. Roman Josi ou C. Seth Jones? La réponse, après la pause. La réponse, C. Non seulement Seth Jones a-t-il participé 3 fois au légendaire tournoi Pee-Wee de Québec, mais il l'a fait avec 3 équipes différentes. En 2005, avec l'équipe de Littleton. En 2006, avec l'Avalanche du Colorado. Et en 2007, avec les Thunderbirds du Colorado. En décembre 2015, en raison de problèmes de santé, Pascal Dupuis annonçait sa retraite du hockey professionnel. Jamais repêché, il a tout de même disputé 871 matchs dans le circuit Bettman. Raphaël Doucet l'a rencontré dans notre segment du Québec à la LNH. Pascal, parle-moi un peu de ton hockey mineur. Où est-ce que tu as joué? Grandi dans les Laurentides, joué pour les Seigneurs de Melle-Île, déménagé, joué pour les Selects du Nord après, dans mon hockey mineur. Ouais. As-tu un moment marquant, une année marquante dans ton hockey mineur? Une année marquante de plein de façons différentes. J'ai eu une opération pour un appendice péritonite quand j'étais Pee-Wee, puis le milieu de cette année-là, mon équipe s'en allait au tournoi Pee-Wee de Québec, puis j'avais comme eu le feu vert de recommencer à patiner un peu, puis j'avais joué au tournoi Pee-Wee de Québec cette année-là. Fait que c'est une année chargée en mauvais et en bon côté, un petit peu en roller coaster. Là. Tu parles du tournoi de Québec. Est-ce que ça a été le tournoi le plus marquant de ton hockey mineur? Y en a-tu eu d'autres? Il y a eu maintenant, c'est la Coupe Dodge, je pense. Nous autres, c'est la Coupe Chrysler qu'elle s'appelait dans le temps quand moi, je jouais mon hockey mineur. Et puis, ces moments-là ont été beaux, évidemment. Le tournoi de Pee-Wee de Québec, même si on n'a pas gagné, des beaux moments, jouer au Colisée. Et il y a un tournoi que je vais me rappeler, j'ai encore la cassette. C'est un tournoi Atome de Richemont. Dans le temps qu'on avait gagné, je pense qu'il restait 1 minute de jeu. J'ai encore le petit tape que je m'en viens sur l'aile, puis je lance, puis je bats le gardien en haut, puis j'entends les parents des estrades. C'était un beau moment de hockey mineur, ça a marqué ce but-là. Puis est-ce que tu as eu des entraîneurs qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui te viennent tout de suite en tête? Il y en a qui me viennent en tête, un bonhomme comme Michel Lavigne, un gars comme Alain Breton qui m'a coaché justement cette année, un petit peu plus difficile pour moi, que je me suis promené entre attaquant, défenseur. J'étais un défenseur offensif et puis je pense que mon père voulait que je sois un défenseur, mais regarde, ça fait 14 ans que je joue dans la Ligue nationale comme un attaquant, donc j'ai vu les deux côtés du hockey mineur en étant un attaquant, un défenseur, un joueur de centre. C'est juste que j'ai pas gaulé. Tu as surmonté dans ta carrière professionnelle des obstacles récemment. Est-ce qu'au hockey mineur, tu as aussi dû surmonter des obstacles? Oui, on en a parlé tantôt. J'en ai surmonté une coupe. Oui, j'ai eu l'appendice avec la péritonite. Je me suis fracturé le bras en lançant une balle.
Et puis ça, c'était rendu bantam. Mais oui, j'ai eu une couple de petits accrochages de blessures, mais sinon, c'est que des beaux moments, que des belles années de jouer au hockey. Puis en grandissant, j'imagine que tu étais fan du Canadien. Mais pas vraiment. Mon père a joué pour les Nordiques dans l'Association mondiale, donc on était plus nordique. On était... Dans le fond, j'écoutais le Canadien, tous les matchs du Canadien, mais dans le fond intérieur, j'essayais de le cacher un peu que j'étais pas un fan, mais j'aimais quand même le Canadien, tout en prenant le côté de mon père, que lui, c'était un anti-Canadien dans le temps. Si tu avais un conseil à donner à un jeune présentement qui est dans le hockey mineur puis qui rêve un jour d'atteindre la Ligue nationale, quel conseil tu pourrais lui donner? De continuer de rêver. C'est sûr que il y a peu d'élus. C'est un beau sport. Tu te fais plein d'amis, tu apprends plein de choses en jouant au hockey. Tu restes en forme. Et puis, j'ai un garçon qui joue au hockey qui a 9 ans. Et puis, c'est ça que je lui dis, amuse-toi. Puis, tant que ça reste un jeu, quand tu as cet âge-là, c'est parfait. Saviez-vous que la toute première Zamboni a été créée en 1949 par Frank Zamboni en Californie et qu'il s'agissait en fait d'un véhicule du surplus de l'armée? Saviez-vous également qu'on devrait utiliser le terme surfaceuse plutôt que Zamboni puisqu'il s'agit d'une marque? Cette semaine, je vous plonge dans cet univers merveilleux en compagnie de Jean-François Leclerc, directeur à l'Aréna de Repentigny. Au Québec, les gens se mélangent souvent. En fait, on parle plutôt d'une Zamboni plutôt que de dire d'une surfaceuse. Est-ce que c'est parce que c'est un modèle qui est plus vendu ici? Bien, au même titre que Kleenex et Frigidaire, donc la marque Zamboni, beaucoup plus reconnue ici en Amérique du Nord, versus en Europe, où on retrouve Euroglass. Et Euroglass était une des commanditaires sur les glaces aux Jeux olympiques de Sochi, en Russie. Question de fille, pourquoi les pneus ne glissent-ils pas sur la glace? Bonne question. C'est-à-dire que tous les pneus sur les resurfaceuses sont cloutés, donc ce qui facilite le virage lorsqu'on arrive dans les coins de patinoire. Dans un complexe de glace au Québec, environ combien de surfaceuses on trouve dans l'entrepôt, dans le garage? Actuellement, une. Avec une, on est capable de faire le travail là, pour ce qui est des deux glaces, tout dépendant de la planification des horaires sur les glaces. Jean-François, en rafale, quelques questions sur la surfaceuse. Pour une glace normale, disons, d'Aréna au Québec, combien de tours ça prend pour un bon chauffeur là, de faire un bon travail? En moyenne, entre 10 et 12 tours, tout dépendant de la longueur du couteau. Donc, différents modèles, différentes grandeurs de couteau. Et puis, on parle de combien de temps? On parle environ entre 10 et 12 minutes pour faire le tour là, avec les resurfaceuses. Combien coûte une machine? Zamboni, neuve, on parle de 150 000 $. Est-ce que c'est le même prix approximativement? Ça se ressemble effectivement au prix des Euroglass et au prix des Olympia. Puis, combien de temps dure une machine? C'est une longue capacité de vie. Des machines qui s'ils sont bien entretenues, on est capable d'aller chercher 10-15 ans avec ces machines-là. Quel est le secret pour faire une bonne glace, Jean-François? L'eau chaude. C'est de l'eau chaude qu'on doit mettre à l'intérieur pour avoir une bonne qualité de glace. C'est-à-dire que l'eau chaude à l'intérieur, elle est rentrée aux alentours de 160-180 degrés. Par la suite, lorsqu'elle est en contact avec le froid, donc elle descend tout de suite en la fraction de seconde à 90 degrés. Donc, ce qui fait une meilleure qualité au niveau de la glace. Puis ensuite, tout le processus de l'eau à travers la machine. Donc, l'opérateur remplit la surfaceuse avec de l'eau chaude. Cette eau-là, elle est distribuée à l'intérieur de tuyaux. Par la suite, il y a une ratine. Donc, cette ratine-là, c'est ce qui étend l'eau pour ne pas faire de plaques d'eau. Donc, cette eau-là tombe en contact avec la glace. Elle est par la suite, le couteau coupe la neige qui est devant. Cette neige-là, elle est ramassée par une vrille qui l'emmène dans une autre vrille verticale, qui l'emmène dans le magasin à neige. Une fois que le réservoir à neige est plein, que la glace est faite, qu'est-ce qui arrive avec toutes les quantités de neige qu'on trouve dans la surfaceuse? Donc, on va vider la neige dans l'évacuateur. Donc, cette eau-là est redistribuée par la suite au niveau des égouts. Jean-François, est-ce que c'est compliqué de conduire une surfaceuse? Non, c'est pas très compliqué. Tu veux essayer? Avec plaisir! Le portrait de la semaine. Une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie de Samuel Poulain, ailier gauche du Phoenix du Collège Esther Blondin dans le Midget 3A. Samuel, si on parlait un petit peu de tes débuts au hockey, à quel âge tu as commencé à jouer? J'ai commencé à jouer au hockey environ à 2-3 ans. Mon père m'a mis sur une glace, puis
commencé à patiner au patinage libre de l'aréna. C'est pas mal là que j'ai commencé à jouer. Là. Ton père, c'est Patrick Poulain, qui a connu une belle carrière dans la Ligue nationale. À quel point il a été une grande influence pour toi dans ton choix de jouer au hockey? C'est sûr qu'il voulait que je sois un joueur de hockey puis que je fasse comme lui. Puis qu'il m'a envoyé sur la glace puis j'ai suivi ses traces. Là. Et puis je pense que le hockey est carrément une affaire de famille chez les Poulains. Ton grand frère joue dans le junior majeur. Donc à quel point est-ce que ça vous aide à être unis, le hockey? C'est sûr que le fait qu'on soit trois dans la famille qui joue au hockey, ça l'aide à cause qu'on parle souvent de hockey à la maison, au souper, puis on peut se donner des petits trucs, moi et mon frère, puis mon père aussi. Quand j'ai une game puis il trouve que j'ai quelque chose que je dois améliorer, il me le dit, puis je le fais la prochaine game. Donc c'est un père et également un petit peu un entraîneur où il mélange les deux? Pas mal les deux, parce qu'il m'a coaché pendant pas mal longtemps dans ma jeune carrière d'hockey mineur. Puis, il a été mon coach de novice à Pee-Wee, même s'il était en arrière du banc, il me disait quoi faire, puis j'exécutais ce qu'il voulait que je fasse. Là, tu as 14 ans, tu joues déjà dans le Midget 3A. Quand tu es arrivé au camp d'entraînement du Phoenix il y a quelques mois, est-ce que tu t'attendais à faire le Midget 3A dès tes 14 ans? Non, je faisais de mon mieux, puis au camp d'entraînement, je travaillais fort, puis Paulin, il a décidé de me garder dans l'équipe, puis jusqu'à là, ça va bien. Est-ce qu'il a fallu que tu ajustes beaucoup ton jeu? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Midget 3A et le calibre que tu jouais avant? Surtout la vitesse, puis les joueurs sont plus gros, ils patinent plus, puis la puck, elle bouge beaucoup plus vite que dans le battant de 3A, donc c'est ça qu'il fallait que je m'adapte à la vitesse du jeu. T'es quel genre de joueur? Je suis un joueur qui va en avant du net, qui n'a pas peur de se faire frapper, puis qui est gros, qui va au net, qui a une bonne shot. Bien, pour un 14 ans, je pense qu'il a un bon gabarit. Il fait 5 pieds 11 puis près de 175 livres. C'est un petit gars qui est travaillant et il fait beaucoup d'efforts. Il a beaucoup de talent, un bon sens du hockey. C'est quoi tes buts futurs? Parce que là, bon, tu as 14 ans, dans le Midget 3A, tu pourrais jouer encore l'an prochain. Est-ce que tu rêves déjà à la Ligue de hockey junior majeur du Québec et peut-être éventuellement à la Ligue nationale? Oui, c'est sûr. Le fait que mon frère a été repêché l'année passée et qu'il a fait le junior majeur, c'est sûr que ça m'intéresse. Puis éventuellement, j'espère me faire repêcher pour jouer dans la Ligue nationale un jour. C'est quoi, d'après toi, que tu vas devoir améliorer pour atteindre éventuellement la LHJMQ et peut-être même la Ligue nationale? Surtout de continuer à travailler fort, puis pas un point en particulier, mais de continuer à faire les choses que je fais bien. S'il reste en santé, il can't miss. C'est un petit joueur il est sûr de jouer junior, il est sûr d'être un bon joueur junior, puis il va aller plus haut aussi. Dépendamment des blessures, dépendamment de plein de choses qui arrivent dans la vie ici. Mais je pense qu'il sait où il veut aller. J'imagine que tu regardes beaucoup la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu essaies de copier? Est-ce que tu as des idoles? Oui, quand j'étais jeune, c'était plus Alexander Ovechkin à cause que j'aimais son style. Mais plus ça va, plus je commence à aimer Jonathan Toews à cause qu'il a gagné 3 coupes cette année dans les dernières années. Puis c'est un joueur fiable défensivement, puis en offensive, il est très bon aussi. Samuel, merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne fin de saison. Merci. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. À la chronique sur la glace, cette semaine, Jocelyn Thibault, tu reviens nous voir. Jocelyn, tu veux nous parler d'un gardien de but face à un échappé. Oui, en fait, l'échappé, c'est une partie très importante du match d'un gardien de but. Ça arrive malheureusement probablement à tous les matchs. Trop souvent. Trop souvent, bon, peut-être. Mais effectivement, au niveau de l'échappé, c'est un geste important. Ce qui est surtout important pour l'échappé, c'est d'avoir un bon synchronisme, un bon timing et qui s'applique sur un principe fondamental, c'est avoir le bon positionnement. Si ta patience, si ton synchronisme est bon, ça va aider grandement ton positionnement, puis c'est ultra important pour bien réagir sur un échappé. C'est bon, on regarde ça tout de suite. Cette semaine, Marc-Anthony, on va parler de l'échappé. OK? Une situation qui arrive régulièrement dans un match, peut-être trop souvent malheureusement, mais quand même, quand ça arrive, il faut être en mesure de faire l'arrêt. Puis il y a des trucs, il y a des façons justement d'améliorer cette situation-là. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement avoir les joueurs situés à la ligne bleue.
on va leur laisser justement la liberté de prendre un échappé. Ce qui est super important au niveau de la patience nécessaire pour faire le premier geste. On veut être bien synchronisé au niveau du positionnement, en lien avec la vitesse du joueur, en lien avec justement, est-tu gaucher, est-tu droitier. Donc, on a beaucoup d'informations à assimiler. Ce qui est important, c'est justement de travailler cette situation-là en situation de pratique au maximum, parce qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, beaucoup de feeling à aller chercher. Et c'est à ce moment-là qu'on va travailler les choses. Une bonne façon pour savoir si notre synchronisme est bon, si notre positionnement est bon, c'est le suivant. Généralement, en lien avec la vitesse que le joueur va avoir, ce qu'on veut, c'est quand le joueur arrive, je dirais, entre les oreilles à cette position-là, en tant que gardien de but, OK, on devrait, à ce moment-là, je dis bien on devrait, avoir les patins encore au top du cercle, au top du demi-cercle. Si on est plusieurs pieds ou quand même plusieurs pouces devant notre demi-cercle, généralement, on risque fort probablement d'être en retard sur le jeu. Puis si on est trop reculé, si on est trop profondément dans notre filet, bien évidemment, c'est parce qu'on a reculé trop vite. Et puis on va ouvrir justement des possibilités pour le lancer. Donc ce qu'on veut, c'est qu'encore une fois, pour un règle du pouce, pour savoir si notre synchronisme est bon, quand le joueur arrive entre les oreilles à ce niveau-là, on veut avoir les patins encore bien positionnés au top du cercle. Ça devrait, encore une fois, dans la majorité des cas, nous donner un bon timing. Jocelyn, maintenant qu'on a vu l'exercice d'échappée, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Bien, en fait, que le synchronisme est très important. Ça va avoir un lien sur la patience, évidemment. Puis un bon truc pour savoir si les gardiens sont bien synchronisés, toujours quand même en lien avec la vitesse du joueur, c'est si le joueur, quand le joueur arrive entre les oreilles, comme on dit, généralement, le gardien de but se doit d'être au top du cercle, au-dessus du demi-cercle du gardien de but. Généralement, avec la bonne vitesse, ça donne des bons résultats. Excellent. Merci beaucoup, Jocelyn. Et à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine à Hockey le Magazine, on fait un tour complet des installations du Canadien au complexe sportif Bell de Brossard. On en profite d'ailleurs pour rencontrer le préparateur physique des Canadiens de Montréal, Pierre Allard. Et dans notre segment du Québec à la LNH, une rencontre avec le champion de la Coupe Stanley en 2009, Christopher Letang. Tout ça et encore plus la semaine prochaine à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Confiance et évolution.